s'il y a ou non rupture entre M. Giraud et les syndicats, le médiateur aurait fait ses ultimes propositions et il rendrait compte demain de sa mission au gouvernement. Proche-Orient, les combats s'amplifient sur terre, sur mer et dans les airs. À Damas, un observateur de l'ONU, sa femme et sa fille ont été tués par un bombardement israélien. À New York, reprise ce soir des débats au Conseil de sécurité. La motion de censure, déposée par la gauche, ne sera votée que dans la nuit, après la discussion générale. Pour M. Mesmer, il ne s'agit que d'un catalogue d'accusations hétéroclites. Léopold de Trepper, autorisé à quitter la Pologne pour se faire hospitaliser à Londres. L'ancien chef du réseau d'espionnage soviétique en France avait menacé de se laisser mourir de faim. Il y a 10 ans, disparaissait Édith Piaf. Ce soir, notre chaîne lui rend hommage et nous reverrons tout à l'heure la célèbre chanteuse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les pertes sont certainement très lourdes de part et d'autre pour les Israéliens et pour leurs adversaires syriens et égyptiens. Chacun donne bien sûr des chiffres contradictoires. Mais lorsque le Caire annonce avoir détruit 102 chars israéliens dans le Sinaï, Tel Aviv se contente de dire que ses troupes maintiennent la progression égyptienne. En revanche, les bombardements israéliens sont confirmés par la Syrie et l'Égypte. Des raids auraient eu lieu tout près du Caire. Damas, la capitale syrienne, a été bombardée ce matin. Dans le quartier des ambassades, un observateur des Nations Unies et sa famille ont été tués. Des observateurs de l'ONU, il y en a un certain nombre dans le secteur du canal de Suez, parmi eux des Français d'ailleurs. Les autorités égyptiennes viennent d'ordonner leur évacuation. Une décision dont on parlera sans doute dans quelques instants à New York, au siège des Nations Unies, où le Conseil de sécurité va reprendre ses débats sur la situation au Proche-Orient. À noter que M. Michel Joubert, ministre français des Affaires étrangères, sera justement sur place. Il a quitté Orly à 17 h pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette quatrième guerre israélo-arabe, que l'on appelle déjà la guerre de Yom Kippour, s'avère être la plus dure et la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Les Israéliens jettent dans la bataille toutes leurs forces de réserve et malgré cela, les Égyptiens s'accrochent à la rive orientale du canal de Suez. Tous les ponts ne sont pas détruits et nuit après nuit, alors que l'aviation ne peut intervenir, des renforts égyptiens viennent grossir les têtes de pont. Nous progressons actuellement dans le Sinaï pour libérer notre terre occupée par Israël, affirme le porte-parole égyptien. Mais notre aviation est en train de désorganiser le dispositif égyptien des deux côtés du canal, répond le général Herzog. La bataille au finish va se jouer dans les airs, mais les Égyptiens acheminent sur l'autre rive du canal leur batterie de missiles SAM. Sur le front du Golan, la résistance syrienne reste très vive. Les combats de chars se poursuivent tandis que l'artillerie et l'aviation interviennent sans relâche. La contre-offensive syrienne, avec les unités de réserve, s'est déclenchée ce matin, mais Tel Aviv affirme l'avoir stoppée et même avoir repris l'initiative des opérations. Les Israéliens sont revenus, disent-ils, sur les lignes de cessez-le-feu et même certaines de leurs unités sont entrées en Syrie. C'est du moins ce qu'affirme le chef d'état-major israélien. Ce qui frappe tous les observateurs, c'est l'âpreté des combats, le chiffre des effectifs, près d'1 million d'hommes, l'importance du matériel, près de 2000 chars, et l'agressivité des combattants. En somme, sur le terrain, autant de combattants et de matériel qu'en 1968 au plus fort de la guerre du Vietnam. Le fait marquant de la journée, c'est sans conteste les bombardements de Damas, d'Homs et d'un des faubourgs du Caire, encore que pour l'Égypte, les informations que nous possédons ne concordent pas. En portant la guerre sur des objectifs situés à l'intérieur de la Syrie et de l'Égypte, Israël vise à démoraliser la population. En 2 vagues, les chasseurs-bombardiers israéliens sont passés à l'action, ont pilonné différents quartiers faisant, d'après Damas, de nombreuses victimes civiles, parmi lesquelles des étrangers. Sur les 6 appareils participant au raid, 4 d'entre eux auraient été détruits par les missiles solaires syriens. C'est du moins la version de Damas. Des pertes, j'en parlerai en me référant à un bilan publié par le ministère de la Défense des États-Unis. Israël a subi de plus lourdes pertes pendant les 3 premiers jours de la nouvelle guerre, dit ce communiqué,
que pendant toute la guerre de juin 67. Selon les sources du Pentagone, les forces israéliennes auraient déjà perdu une 50aine d'avions en réaction et 90 tanks. Presque tous les avions ont été abattus par des missiles soviétiques protégeant les bases avancées de la Syrie et de l'Égypte. Les milieux militaires américains évaluent les pertes égyptiennes à 40 avions, 20 hélicoptères, 30 tanks et les pertes syriennes à 40 avions et plus de 200 tanks. Une confirmation à l'instant qui nous parvient de Dijon. L'ultime négociation entre M. Giraud et les délégués syndicaux de l'IP a pris fin ce soir vers 19 h. Aucun nouveau rendez-vous n'a été fixé. Après la fin de la rencontre, M. Giraud et ses collaborateurs ont décidé de se réunir pour mettre au net, par écrit, leur ultime proposition à prendre ou à laisser. L'industriel les transmettra aux organisations syndicales pour qu'elles soient ensuite proposées à leurs adhérents. M. Giraud, enfin, a indiqué qu'il rendrait compte de sa mission dès demain au gouvernement. Tel Aviv, la vie reste normale. La population se tient au courant des nouvelles du front, les journaux sont pris d'assaut dès leur parution. Dans sa grande majorité, la presse écrite et parlée adopte une attitude dure. Elle souhaite que les forces israéliennes repoussent les armées du front arabe jusqu'à Damas et au Caire pour écraser définitivement leur potentiel militaire. Les boutiques et les banques sont ouvertes, ce n'est que pendant la nuit, avec le blackout imposé par l'état-major, que Tel Aviv prend l'aspect d'une ville en guerre. Dans la vieille ville, malgré les combats, les rabbins célèbrent la fête religieuse du Yom Kippour. Au Caire, les bombardements n'ont pas inquiété la population. Celle-ci estime que la bataille sera longue et dure, mais que d'ores et déjà l'affront subi par les Égyptiens pendant la guerre des 6 jours est effacé. Ce matin, la ville était calme, les gens faisaient leurs courses presque normalement. Il y eut cependant quelques achats massifs de denrées alimentaires. Les journaux publient des faits d'armes des soldats égyptiens et appellent les populations des territoires occupés à cesser de travailler pour Israël. Deuxième réunion en 24 heures du Conseil de sécurité ce soir. Et pourquoi faire? Hier, pendant 1h30, les grandes puissances avaient pu constater combien était grand le fossé qui les séparait. Les Russes et les Chinois, pour une fois d'accord, insistaient pour qu'Israël évacue les territoires occupés, tandis que les États-Unis estimaient que pour cesser le feu et entamer des négociations de paix, chacune des parties devait revenir sur les positions qu'elle occupait avant la réouverture des hostilités. Dialogue de sourds. Mais les grandes puissances ont-elles envie de prendre en main et au grand jour les affaires du Proche-Orient? Rappelez-vous, il aura fallu attendre 3 jours. 3 jours de guerre pour que le Conseil de sécurité se réunisse une première fois. Et il n'est pas sûr que ce soir, l'on puisse se mettre d'accord sur une résolution. Il faut dire que tout le monde est sceptique sur l'efficacité du Conseil de sécurité. La résolution 242, votée après la guerre des 6 jours, qui demandait à Israël de restituer les territoires occupés, est à ce jour restée lettre morte. Et ce n'est qu'un exemple. Les grandes puissances savent aussi que dans un premier temps, les belligérants ont les moyens de leur guerre et qu'aucun n'a l'intention de cesser le feu, à moins d'y être contraint. Ce que l'on peut attendre ce soir de la seconde réunion du Conseil de sécurité, c'est qu'ils suivent peut-être les recommandations lancées hier soir par le délégué de la Grande-Bretagne. Je cite, le Conseil a la double responsabilité de lancer un appel urgent au cessez-le-feu et d'utiliser ces événements tragiques comme catalyseur pour la recherche d'un véritable règlement pacifique. Si l'appel était entendu, ce serait un succès, mais il ne faut pas trop y compter. À l'Assemblée nationale, au cours de ce débat sur la motion de censure, chacun est resté sur ses positions. Et comme mathématiquement le gouvernement ne peut pas être censuré cette nuit, et les auteurs de la motion de censure ne le cachaient pas, ce débat avait été provoqué pour que l'opposition puisse s'exprimer sur les grands problèmes de l'heure et pour obliger le gouvernement à prendre également position sur ces mêmes problèmes. Chacun a joué son rôle. Ainsi, l'opposition a critiqué, et violemment parfois, ce qu'elle appelle le catalogue de la politique gouvernementale et opposé à l'action du gouvernement le programme commun de la gauche. La majorité et le gouvernement faisaient la démonstration inverse. Pour eux, les grands problèmes
trouve une solution grâce à l'imagination de l'action gouvernementale et ces mêmes problèmes, à savoir l'inflation, le pouvoir d'achat ou la politique sociale, eh bien la gauche, avec son programme commun devant ces problèmes, aurait échoué. Bien que cette motion avait été posée avant la reprise des hostilités au Proche-Orient, cette nouvelle guerre a été évoquée par l'ensemble des orateurs. Chaque formation a justifié ses analyses. Sur le Chili, tous les orateurs, avec des nuances bien sûr, ont condamné la fin d'une démocratie. Deux orateurs se sont détachés cet après-midi au cours de cette première partie du débat. Claudius Petit, Union centriste, qui a relevé les divergences des analyses entre les socialistes et les communistes. François Mitterrand, dont certaines réflexions sur le Chili ont touché l'ensemble de l'Assemblée. Le leader socialiste a prononcé sans doute cet après-midi à la tribune sa meilleure intervention. Écoutons maintenant des extraits des orateurs, des extraits qui vous donneront une indication sur le ton et qui vous montreront la diversité des sujets abordés cet après-midi. Tout porte à croire que le gouvernement voudrait ainsi escamoter un débat sérieux, approfondi sur les problèmes du pays. C'est un tel débat qu'attendent les Français et que nous voulons, et non une foire d'empoigne. De graves questions se posent aux travailleurs, à notre peuple en cette rentrée d'octobre. Le premier motif d'inquiétude de la population, c'est la hausse des prix. Il est un peu léger, Monsieur le Premier ministre, de présenter l'inflation comme une sorte de fatalité, comme un mal dans le progrès duquel le gouvernement n'est pour rien et face auquel il est impuissant. En fait, c'est votre politique qui alimente directement l'inflation et la hausse des prix. C'est votre gouvernement qui procède à des augmentations répétées des tarifs publics et qui autorise les hausses des différents prix industriels. Votre responsabilité, celle des grands groupes industriels et financiers qui dominent l'économie, est écrasante dans la flambée inflationniste. Ainsi, votre politique, Monsieur le Premier ministre, heurte dans tous les domaines les intérêts des travailleurs et du peuple, les intérêts du pays. C'est une politique à courte vue, une politique à contretemps qui est incapable de sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve plongé. C'est la politique la plus réactionnaire que notre pays ait connue depuis longtemps. Telle qu'elle est, nous avons donc une motion de censure touffue, confuse, de mauvais attendu pour une mauvaise conclusion, l'application du programme commun. Mais ce programme commun, il a déjà été proposé aux Français, me semble-t-il, en mars dernier. Ils l'ont repoussé. Et largement, si j'en juge par ceux qui siègent sur ces bancs et qui, quelle que soit leur appartenance, l'ont combattu. Messieurs, lorsque le public boude le concert, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'orchestre ou dans la partition. Or, comme je suppose que vous n'êtes pas mécontents de vos exécutants, changez au moins la musique et rendez-vous compte qu'elle commence à écorcher les oreilles de beaucoup de Français. En réalité, vous avez été battus en mars dernier. Il n'y a pas de honte à cela. Et vous ne ferez pas non plus croire que vous avez gagné les élections cantonales. Mais être battu, c'est le sort de tous. Et cela arrivera probablement dans ce pays un jour ou l'autre. Alors au lieu d'essayer de persuader les autres ou vous-même de victoires imaginaires, soyez beaux joueurs,
reconnaissez votre défaite. L'événement, mes chers collègues, nous presse de toutes parts. Il s'appelle chez nous inflation, hausse des prix, grève, mouvements sociaux, affaire LIP. Il s'appelle au dehors Nixon Round, conférence de Nairobi, guerre au Cambodge, guerre au Proche-Orient, coup d'État au Chili. Voyez-vous, lorsque il y a à ce point trouble dans l'esprit qui veut que, à peine sait-on que des généraux se sont révoltés, que le président de la République, élu par le suffrage universel, a été assassiné dans son palais, en combattant. À peine sait-on cela que déjà, un certain nombre d'éditorialistes et d'hommes politiques, pas tous, il faut rendre hommage à ceux qui gardent non pas leur sang-froid, mais une certaine qualité de cœur, mais que beaucoup trop expriment la volonté d'une sorte de droite qui, au fond, se reconnaît dans cette action, pour dire, mais en France, voilà les prochains fusillés, comme on disait naguère, voilà les prochains pendus. Je préfère ce qui vient d'être dit par des adversaires politiques. Encore y a-t-il quelques restrictions que je voudrais ici, autant qu'il est possible, nettoyer. Toute comparaison en ce domaine est insupportable dès lors qu'elle cherche un alibi. Et il y a quelque chose d'indécent et je ne sais quelle douteuse complaisance dans cette attitude si répandue qui consiste à trouver dans l'étendue du crime un début de justification. Ah, il fallait, nous dit-on, avec quelle hypocrisie, il fallait que Salvador Allende fût bien coupable pour subir une pareille injustice. En incluant dans la motion de censure une référence à leur programme, ce qui était parfaitement leur droit, les auteurs en ont fait un document à usage interne, pour eux. Et par voie de conséquence, nous n'avons pas de raison de briser cette solitude dans laquelle ils se sont enfermés, et nous ne voterons pas, très naturellement, la motion de censure. Mais ce faisant, Monsieur le Premier ministre, nous maintenons toutes les réserves que nous avons présentées contre le gouvernement que vous dirigez au moment où vous avez sollicité la confiance de l'Assemblée. Et je vous dis, au nom du groupe, et je vous dis que si le débat s'était présenté d'une autre manière, si vous aviez sollicité la confiance de l'Assemblée, nous vous l'aurions refusé. Nous sommes ainsi logiques avec nous-mêmes. Cette motion de censure se présente en effet comme une sorte de catalogue, car chacun a ses catalogues d'accusations hétérogènes allant de l'IP à la bombe atomique, allant du Chili jusqu'à la hausse des prix. Et comme il convient, socialistes et communistes ne proposent en conclusion qu'un seul remède, l'application de leur programme commun dont les Français ont dit clairement il n'y a pas très longtemps qu'ils ne voulaient pas. Pour ce qui concerne le gouvernement, je dis que l'IP redémarrera selon le plan préparé par M. Giraud ou purement et simplement disparaîtra. Ce n'est pas une menace, croyez-le bien, c'est simplement une constatation. Il me paraît cependant nécessaire de souligner deux comportements malsains dans cette affaire. Celui des dirigeants d'abord. La crise de l'IP a, semble-t-il, surpris les travailleurs de l'entreprise. Ils ont ignoré, ou en tout cas mal connu, le délabrement croissant d'une société dont il était davantage question
par la publicité ou par des indiscrétions à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dès lors que le travail des hommes est en cause, et je suis d'accord avec ceux qui ont parlé sur ce sujet, dès lors que le travail des hommes est en cause, il faut ce qu'ils sachent ce qui peut peser sur leur destin. De là, sans doute, la sympathie qui a entouré la première réaction des travailleurs de l'IP, qui, étonnés et abandonnés, ont eu l'illusion de pouvoir maintenir en fonctionnement, par leur seul moyen, leur instrument de travail. Il y a aussi un autre comportement malsain, c'est celui de certains dirigeants syndicaux. Comment ne pas être surpris, en effet, par la position conservatrice à coup sûr, j'allais dire sclérosée, prise par plusieurs de leurs responsables. Les trois slogans: pas de changement de structure dans l'entreprise, pas de licenciement, pas de réduction des avantages acquis, témoignent d'un aveuglement dont je crains qu'il soit volontaire, puisque c'est parce que les structures dans l'entreprise étaient mauvaises, c'est parce qu'une partie du personnel était insuffisamment productif, c'est parce que les avantages accordés à ce personnel dépassaient largement les avantages moyens de la profession que l'IP s'était trouvé dans la situation que nous savons. Le refus d'alléger les structures, le refus de réduire les effectifs inutiles, le refus de réexaminer les avantages acquis équivaut à condamner à mort cette affaire. Venons-en à la douloureuse affaire du Chili. Douloureuse car tout homme se sent personnellement concerné quand d'autres hommes se battent, souffrent et meurent pour leurs idées. C'était vrai pendant la guerre, nous le savons bien. C'était vrai il n'y a pas si longtemps au Vietnam. Et c'est encore vrai aujourd'hui au Chili. C'est vrai aussi depuis quelques jours au Proche-Orient. Mais on croirait à entendre quelques-uns, à entendre les clameurs de quelques-uns, que la France, que le gouvernement français sont responsables de ce qui vient de se passer au Chili. Et que le sort de ce pays aussi lointain dépend du gouvernement et de la France. Or, le gouvernement, tout en déplorant le renversement par la force du gouvernement légal de Santiago, comme il déplore d'ailleurs les circonstances qui ont conduit à cet aboutissement, refuse de s'engager dans une croisade idéologique contre les autorités chiliennes. Ce ne sont pas les passions des uns ou les intérêts des autres qui doivent nous guider. C'est l'intérêt de la France et sa présence dans le monde qui doit échapper aux vicissitudes des régimes étrangers. Notre vocation, je vous le dis à tous, où que vous soyez, notre vocation n'est pas de dénoncer, d'exiger, de menacer, mais d'apporter dans la vie internationale le sens du devoir des États les uns envers les autres. C'est ainsi, et non par des méthodes de propagande publique, que nous avons le plus de chance de faire entendre la voix de la raison, d'obtenir que rien d'irréparable soit accompli au Chili, et peut-être d'aider, car tel est notre vœu, ce pays à revenir à sa tradition, qui est, nous le savons tous, une tradition de démocratie. Quoique la motion de censure n'en parle pas, puisqu'ils sont postérieurs à son dépôt et que, de toute façon, j'ai cru comprendre, en entendant leurs orateurs, que le Parti socialiste et le Parti communiste ont quelques problèmes pour s'entendre à leur sujet,
je dirais que les événements dont nous sommes actuellement les témoins au Proche-Orient étaient malheureusement prévisibles. Comment imaginer en effet que des pays et des peuples nourris d'un sentiment national puissant pourraient admettre indéfiniment, sans aucun espoir d'un dénouement juste et équilibré, l'occupation de territoires qu'ils considèrent comme les leurs. Or, c'est précisément ce dénouement auquel il n'a pas été possible de parvenir depuis 6 ans. Et la France n'a cessé pour sa part de répéter, tant dans les instances internationales que dans ses échanges de vues bilatéraux, que cette situation, en se prolongeant, engendrait des dangers de plus en plus graves. Le président de la République l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le gouvernement, naturellement, déplore les pertes en vie humaine et les destructions déjà lourdes qu'entraînent ces hostilités. Il s'efforce, au Conseil de sécurité et ailleurs, de rechercher si de ce mal peut sortir un bien. Notre attitude à l'égard d'un cessez-le-feu éventuel ne sera pas dictée par le simple souci d'arrêter les hostilités, et moins encore de reconnaître indirectement une ligne de partage des territoires, mais par la volonté que le cessez-le-feu ouvre les voies à une véritable négociation dans un cadre à définir et permettant d'aboutir conformément à la résolution 242 du Conseil de sécurité à un règlement définitif du conflit, soit accepté par tous et comporte pour tous les garanties de sécurité nécessaires. Le Parti communiste, non à la révision constitutionnelle. Réuni ce matin à Ivry, le comité central, les députés et les sénateurs communistes se sont déclarés hostiles au projet de loi ramenant de 7 à 5 ans la durée du mandat présidentiel. Voter ce projet, ont-ils indiqué, ce serait pour le Parlement avaliser la pratique présidentielle actuelle. Les radicaux de gauche déposeront quant à eux des amendements à ce projet de révision constitutionnelle. C'est ce qu'ils ont décidé au cours de leur bureau national présidé par Robert Fabre. Ces amendements, déposés avec leurs partenaires de la gauche, devront assurer, je cite, l'équilibre des pouvoirs et la liberté des citoyens. Si ces propositions sont rejetées, les radicaux de gauche voteront contre le texte. Pierre Messmer, devant les 3 groupes de la majorité, a également évoqué ce projet. Si la semaine prochaine, le Sénat multiplie les navettes avec l'Assemblée nationale, aurait-il déclaré, un retrait du projet de loi constitutionnelle pourrait être éventuellement envisagé. Et devant la commission des lois, M. Messmer avait rejeté à l'avance toute possibilité d'amendement. Le texte doit rester homogène, a-t-il indiqué. Toujours à l'Assemblée, le groupe UDR s'est choisi un nouveau patron. Claude Labbé, 53 ans, député des Hauts-de-Seine, succède à Roger Frey, qui avait démissionné pour raison de santé. Claude Labbé, vice-président du groupe UDR depuis 1967, était d'ailleurs le seul candidat. L'IP, c'est la rupture, c'est presque la rupture. En tout cas, à Dijon, où les négociateurs se sont retrouvés aujourd'hui, c'est la confusion la plus totale. Tout s'est passé dans cette salle et toute la journée, les négociateurs ont touché le compromis du doigt. Les syndicats, et particulièrement la CFDT, avaient finalement accepté que les 160 salariés licenciés soient reclassés à l'extérieur de l'entreprise, à condition que des garanties formelles soient apportées cas par cas pour chaque salarié reclassé. Coup de théâtre, à 19h, M. Henri Giraud, le médiateur, annonçait qu'il renonçait à sa mission et qu'il présenterait sa démission demain au ministre de l'Industrie. Et aussitôt, les dirigeants syndicaux sortaient de la salle des pourparlers. M. Giraud s'est refusé à toute déclaration. Je vous ai parlé tout à l'heure de confusion. En fait, à la CFDT, on parle de rupture, tandis que la CGT, FO et la CGC, les cadres, ont un nouveau rendez-vous dans 20 minutes, très exactement, pour tenter d'éviter l'irréparable. Les propositions du médiateur
pourrait alors être soumise demain matin à l'Assemblée générale des salariés de l'IP. Électricité, Gaz de France, arrêt de travail et manifestation demain à l'appel de la CGT et de la CFDT. Les syndicats n'envisagent pas pour le moment de coupure de courant. Les revendications portent sur les salaires, les effectifs, la revalorisation de la retraite. Toujours demain, reprise des grèves tournantes à la SNCF, trafic normal prévu sur les réseaux Paris-Est, Paris-Lyon, Paris-Austerlitz, perturbations ailleurs. À l'appel des syndicats et de 18 organisations de gauche, meeting ce soir à la Bourse de travail de Paris. Solidarité au peuple chilien, c'est le thème de ce meeting marqué par la présence d'Isabel Allende, fille du président Salvador Allende. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées dès 18h, place de la République. Auparavant, Isabel Allende était saluée au Sénat par le président Poher. Valéry Giscard d'Estaing au Sénat. Il confirme, le nouvel emprunt d'État sera indexé sur l'or. Son taux de 4,5% sera plus élevé que celui de la rente Pinay. Le remboursement du Pinay se fera du 12 au 31 octobre. Toutes les précisions seront données vendredi. Reçu à l'Élysée, M. Paul-Émile Viard, président de l'Enfanoma, s'est déclaré satisfait de la compréhension du président Pompidou pour les problèmes humains et sociaux des rapatriés. Principales questions abordées, l'amnistie, les comptes bloqués, les retraites, la situation des harkis. Secours français pour le Niger. Arrivé samedi à Niamey de 8 camions destinés à cheminer des vivres dans des régions d'accès difficiles. Déjà éprouvés par la sécheresse, l'Est et le Nord du pays ont actuellement du mal à recevoir les secours. Les pistes sont trop mauvaises. Cela faisait 3 ans qu'il attendait cette nouvelle. Léopold Trepper, qui a maintenant 71 ans, va pouvoir se rendre à l'Ouest. L'ancien chef du réseau d'espionnage soviétique en France, pendant la dernière guerre, ne pouvait quitter la Pologne, où il avait d'abord sollicité un visa pour se rendre en Israël. On se souvient de l'Orchestre Rouge, cette organisation que dirigeait Léopold Trepper, et grâce à laquelle l'Union soviétique avait été avertie en juin 1941 de l'attaque allemande. Trepper était tombé entre les mains des SS, mais en 1943, il avait pu s'évader. Pourtant, en 1945, de retour à Moscou, il était jeté en prison par Staline, et ce n'est que 10 ans plus tard qu'il était réhabilité et même considéré comme un héros. Toutefois, le personnage de Léopold Trepper, étant donné la nature de ses activités pendant la guerre, a parfois suscité des polémiques, en France notamment. Trepper à l'ouest, oui, bientôt. Sur ces images, l'ancien chef du réseau Orchestre Rouge est encore en Pologne, à Varsovie, au monument commémoratif de l'ancien ghetto. Léopold Trepper a obtenu l'autorisation de retirer son passeport ce matin pour aller se faire hospitaliser à Londres avant de partir en Israël. In extremis. Il avait menacé d'entamer une grève de la faim pour, comme il le dit, finir en beauté si on ne le laissait pas partir. Voici ce que disait il y a quelques mois Léopold Trepper et sa femme. Ich habe hier keine Verwandte, nicht nahe und nicht weite, die alle befinden sich in Treblinka, in Auschwitz. Je n'ai pas de parents ici, que ce soit de près ou de loin. Ils sont tous restés à Treblinka, à Auschwitz, à Sobibor. Ils ont tous été tués dans les chambres à gaz. Et il est compréhensible qu'à mon âge, après 50 ans d'activité révolutionnaire, c'est un droit de l'homme, il est compréhensible que je puisse vivre avec ma famille pendant les quelques années qui me restent seulement peut-être à vivre. Mon espoir pour cela se porte en les nouveaux dirigeants de la Pologne, M. Gierek et les autres, qui ont déclaré « Les anciens combattants de la résistance doivent avoir des jours heureux, ils doivent avoir aussi des nuits tranquilles. » Ce que l'on reproche à votre mari, Madame Trepper, c'est d'en savoir trop, de connaître peut-être trop de secrets. Que pensez-vous de cet argument? Mon mari est en retraite depuis des années et nous ne occupons pas de la politique maintenant. Nous vivons une vie privée. Les dernières années de notre vie, c'est ça à quoi nous avons maintenant les droits. Et c'est pour ça que nous demandons une chose. Laissez-nous vivre
dans notre famille, avec notre famille, parmi nos parents. À Israël, pourquoi? D'abord parce que nous sommes juifs. Est-ce que ce n'est pas un droit élémentaire de l'homme, d'une famille, des parents, des enfants, des petites filles? Mais mon Dieu, nous avons donné toute notre vie pour les idées, pour l'humanité, pour notre société. On a bien mérité un peu vivre tranquillement. C'était, comme l'on dit, une enfant de la balle. Édith Piaf était née au mois d'octobre 1915 dans la rue de Belleville. Comme ça, sur le trottoir, ses parents étaient des saltimbanques. Et c'est dans la rue qu'Édith Piaf a fait ses débuts de chanteuse. Avant la guerre, on avait parlé du mythe Piaf. Il n'a jamais cessé. Et 10 ans après sa mort, les hommages se multiplient. Un film, un livre, de nouveaux disques de chansons inédites. Et puis, ce soir, un hommage dans 20 minutes environ sur notre chaîne. Mais tout de suite, nous voyons revivre la grande Édith Piaf. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Mes chansons sont basées un peu sur l'amour. Alors, j'ai écrit beaucoup de chansons sur l'amour et je me fabrique un être idéal qui n'existe pas. Il me prend dans ses bras, il me parle pas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Je crois en étant sincère, en donnant tout à son art, en donnant tout son cœur, toute sa vie. Je crois qu'on peut tenir jusqu'au bout, on meurt avec. Tant que je pourrais chanter, c'est la seule chose qui compte. Je ne pourrais pas chanter, je mourrais sûrement. Je n'ai pas peur de la mort. Vous y avez pensé? J'y ai pensé, et je l'ai accepté. Si ça avait dû arriver, je pense que j'étais prête aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi. Merci Dieu des joies et des peines qu'il m'a données. Personne ne m'a déçu au fond, parce que c'était moi qui fabriquais les personnages. Alors ils étaient tels que je voulais qu'ils soient. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sera ça, l'amour. Même si on est très malheureux, je pense qu'il y a toujours l'espoir de s'en sortir. Et je le crois vraiment. Je crois que tant qu'il reste un souffle de vie, on a envie de se battre. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal
car ma vie